Une chose est à peu près sûre aujourd'hui, c'est que la société dans laquelle nous vivons est psychotoxique, c'est-à-dire qu'elle contamine nos âmes, qu'elle contamine nos façons de penser, de ressentir, et que ça ne se fait pas dans le bon sens. Ce que j'appelle une société psychotoxique, c'est par exemple la nôtre dans ses aspects matérialistes. On parle de société matérialiste lorsqu'une société met au sommet de ses valeurs des valeurs telles que le pouvoir, la réussite, la possession matérielle. Il y a tout un champ d'études en psychologie sociale qui montre que plus une société est matérialiste, plus elle accorde d'importance à la possession, à la consommation et au pouvoir, plus elle engendre des individus malheureux, tristes et anxieux. Parce que nous sommes dans une société où on déborde de tout et on est le pays, l'un des pays consommateurs d'anxiolytiques, de tout ce qu'on veut pour réparer finalement les dégâts que produisent la société de la matière. Et puis, par ailleurs, l'argent auquel on a donné la place, la plus grande place, et qui en fait a pris le pouvoir sur l'ensemble du destin de la collectivité humaine, eh bien, vous pouvez avoir tous les milliards que vous voudrez, vous pouvez tout acheter sauf la joie. La joie ne s'achète pas. Il n'y a pas de supermarché où on achète de la joie. Donc c'est quelque chose qui se construit, qui est d'une toute autre nature que de la matière. C'est cette satisfaction que l'on ressent, même dans la simplicité, même moi je dirais au contraire, c'est dans la simplicité que je ressens le plus de joie. Nos vrais besoins ne sont pas, ou pas seulement, dans toutes les valeurs matérialistes, mais ce sont des besoins de lien, des besoins de partage, des besoins de contact avec la nature, des besoins de gratuité, d'interaction sans arrière-pensée. Nous ne pourrons pas survivre dans un monde où tout est pensé, pesé, calculé, payant ou en attente d'être payé. Ça, c'est un point très important. Et on a tendance à se dire, voyant la détresse des gens et la difficulté des gens, plutôt que de se demander existe-t-il une vie après la mort, on a plutôt tendance à se dire existe-t-il une vie avant la mort? Parce que si c'est vivre, c'est s'agiter, consommer, etc., moi je n'appelle pas ça de la vie. Ça n'a aucun intérêt. La nature de la monnaie qui est la nôtre nous met tous, la multitude, le plus grand nombre, les 99%, nous met dans les pattes des riches, qui créent de toutes pièces une situation de rareté, et donc de peur de manquer, et donc de cupidité générale, compétition, cupidité, peur de manquer générale, mais qui n'est pas nécessaire, qui est liée à la monnaie. Monsieur Adam Smith a expliqué aussi ce qu'était l'argent. Il a dit l'argent permet le commandement. L'argent permet le commandement dans deux sens différents du mot. Il permet de commander des choses, comme voilà, je peux commander des choses à Amazon sur l'Internet, je peux commander qu'on me fasse un costume, mais l'argent permet aussi de commander, il permet de donner des ordres. Et Adam Smith va plus loin encore, il dit l'argent nous permet de subordonner le temps des autres pour le mettre au service de notre propre. On se pose la question de savoir pourquoi le pouvoir vient toujours avec la corruption. La corruption, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'argent en plus, mais là, le pouvoir a besoin de l'argent, parce qu'il a besoin justement de ce pouvoir de commandement, de subordonner le temps des autres, pour faire que la vie des autres n'ait plus aucune signification, parce qu'elle est passée entièrement au service de ceux qui ont de l'argent. Alors il faut savoir, la corruption... La corruption associée au pouvoir, c'est une manière de nous voler notre vie et il faut que nous le sachions. Merci. Les richesses, c'est pas la finance, c'est la terre, c'est l'eau, et c'est pour ça que ces biens communs qui sont des biens vitaux devraient être soumis à une réglementation particulière pour les faire échapper à la spéculation. Je trouve absolument horrible que parce que j'ai du fric, je peux acheter la terre autant que je veux, alors que c'est un bien commun. C'est un bien vital, indispensable à la vie. Et je peux acheter n'importe quoi de vital dès lors que j'ai de l'argent. Et ça ne devrait pas exister. Ça devrait être interdit. On n'a mis aucune limite au superflu. Il paraît que la crise d'aujourd'hui, le marché de luxe, il fonctionne très bien. Voilà, ça vous donne une idée. Tout ce qui est inutile, enfin toutes ces pierres brillantes, les diamants et tout ça, toutes ces folies-là, c'est complètement stupide.
Je ne vois pas pourquoi un diamant mériterait un prix pareil. C'est un caillou brillant, c'est tout, c'est rien d'autre. Donc revenons à l'intelligence. Et l'intelligence nous ramène à quelque chose qui est de la simplicité. Et le bien le plus précieux, c'est la vie. Dans le domaine de l'environnement, les scientifiques ont défini un certain nombre de paramètres, vous pouvez les voir sur cet écran, qui chacun ont une importance cruciale pour l'avenir de la biosphère et de notre planète et par conséquent des générations à venir. Ce diagramme que vous voyez, c'est la situation en 1900, il n'y a pas si longtemps que ça. En 1950, il s'est produit ce qu'on appelle la grande accélération. Nous sommes passés de l'Anthropocène, 12 000 années d'un climat très stable qui a permis l'agriculture, l'expansion des civilisations, à ce qu'on appelle l'Anthropocène, l'âge, avant c'était donc l'Holocène, pardon, l'Anthropocène, l'âge dans lequel l'homme a un impact majeur, le plus grand impact qui soit, sur notre planète. Alors retenez un instant votre souffle, pas trop longtemps, juste le temps d'imaginer ce que sera l'image suivante en 2010. Et comme vous pouvez le constater, nous avons largement dépassé, pour certains de ces paramètres, les limites de sécurité. Si nous continuons à nous accrocher à ce modèle de société, c'est le dépôt de bilan planétaire. Parce que les Chinois, tous les pays émergents veulent vivre à la moderne. Et où va-t-on prendre les ressources pour des milliards d'individus? Où trouver les ressources pour que tout le monde ait un frigo, une voiture, de l'électricité? C'est totalement impossible, c'est totalement irréaliste. Il se trouve en fait que dans l'évolution, la coopération a été beaucoup plus créatrice pour arriver à des étapes de complexité croissante au sein de l'évolution. Et que nous autres êtres humains, comme le dit Martin Nowak à Harvard, nous sommes des super coopérateurs. Et c'est pour cela qu'il faut passer à un degré supérieur de coopération. L'altruisme n'est plus un luxe, mais une nécessité. D'ailleurs, le lien social est ce qui rend notre existence la plus heureuse, la plus épanouie. C'est un facteur déterminant de la qualité de vie. Et ce lien social, il n'est pas non plus limité seulement aux êtres humains. Voilà 2 centenaires japonaises dans un endroit où il y a le plus grand nombre de centenaires au monde. Et si on leur demande pourquoi, toutes les études ont montré c'est que ces personnes naissent, vivent et meurent ensemble. Elles sont tout le temps les unes auprès des autres, elles se soutiennent, elles se conseillent, elles partagent leur joie et leur souffrance. Ce potentiel d'altruisme que nous avons en nous, il faut le cultiver. C'est l'entraînement de l'esprit. Ce n'est pas simplement ressentir de la bienveillance pendant quelques minutes, c'est de le cultiver tous les jours, pendant 10-15 minutes, emplir notre paysage mental de cet altruisme, le nourrir, s'il décline, le raviver, si nous sommes distraits, y revenir, c'est ça la méditation. Sur le diagramme de gauche, vous voyez des méditants au repos, et puis des méditants qui s'engagent dans la méditation sur la compassion. De nombreuses aires que je ne pourrais pas vous détailler sont fortement activées. De l'autre côté, sur votre droite, vous voyez des novices. Au repos, il ne se passe rien. En méditation, il ne se passe rien. C'est normal, ils ne sont pas entraînés. Mais il ne faut pas nécessairement des 50 000 heures de méditation. Maintenant, on a pu montrer que 15 jours seulement suffisaient pour déjà amener des changements même structurels dans le cerveau. Vous voyez ici quelques semaines de méditation sur la pleine conscience, la densité de certaines zones, l'hippocampe qui gère les phénomènes nouveaux, l'entraînement dans le cerveau est augmenté en densité, même au bout de ces peu de temps. 2 semaines seulement induisent un comportement prosocial plus activé, plus présent, simplement 20 minutes par jour. Et même des enfants de 4 à 5 ans dans une école maternelle
Pendant 8 semaines, on leur apprend à coopérer, on leur apprend à ressentir les émotions d'autrui, à être conscient de leur respiration. Au bout de ces 8 semaines, on voit que le comportement prosociaux sont nettement augmentés. Et puis, on leur fait passer le test ultime, le test des autocollants. On leur donne 50 autocollants, on leur demande de le donner à leur meilleur ami, à leur moins bon ami dans la classe, à un enfant inconnu et un enfant malade. On fait ça avant l'intervention et après l'intervention. Au début, ils donnent tout à leur meilleur ami. Après l'intervention, on a nivelé les discriminations entre mon groupe et l'autre groupe, entre le meilleur ami et le moins bon ami. Quand on connaît les défis que pose la discrimination dans nos sociétés, on mesure l'importance, par ces interventions très simples, que l'on pourrait faire dès l'âge de l'école maternelle. La modération comme fondement social. Comme fondement social, et là les multinationales et compagnies, ils ont du souci à se faire, parce qu'en fait, on est tous dans cette contradiction. Je ne suis pas d'accord avec la dictature des gagneurs d'argent. Je ne suis pas du tout d'accord, sauf que je les nourris chaque jour. Chaque jour, je prends ma voiture, je leur donne des sous. Donc quand je vais à la pompe, je donne des sous à je ne sais pas qui, à ESSO, à je ne sais quel truc. On est donc dans ces contradictions-là. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est comment réduire ces contradictions, parce qu'on ne pourra pas les éliminer. Il faudra bien qu'on circule, etc. Et en plus, je n'ai rien contre la technologie en soi, si elle correspond véritablement à une amélioration réelle de la condition humaine. Mais à partir du moment où la technologie devient encore objet de profit, de malhonnêteté, d'accaparement, de dictature, à ce moment-là, elle sert finalement des pulsions négatives de l'être humain. Aujourd'hui, le problème, c'est que la question est de savoir comment donner à des pulsions positives de l'être humain les outils, de façon à ce que ce positif puisse s'épanouir. Voilà. Toute la problématique est là. Et ça ne pourra pas passer en dehors de l'option radicale et fondamentale de la modération. Nous devons donc chercher peut-être ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, trouver cet contentement en nous-mêmes, ne pas le rechercher vainement uniquement dans les conditions extérieures, vivre ensemble. Martin Luther King disait « Soit nous allons survivre comme des frères et des sœurs, soit nous mourrons tous ensemble comme des idiots. » Merci de votre attention.